Le cercle des experts, notre débat du vendredi pour balayer l'actualité, elle est riche. On va revenir sur les chiffres de l'UNEDIC, ça c'est intéressant. Et on va parler des petites phrases d'Emmanuel Macron à Rungis, il s'est levé à 5h30 du matin pour parler justement de cette réforme. Il l'assume. On parlera aussi de cet accord signé entre les syndicats sur le partage de la valeur. Et puis on reviendra sur la semaine des 4 jours. J'espère qu'on aura le temps parce qu'au Royaume-Uni, eh bien, ça se passe bien et les salariés sont plutôt contents, même si les invités hochent la tête. Avec moi, Marine Balançard. Bonjour Marine, directrice générale du cabinet Ariséal. Merci d'être avec nous. Stéphane Marchand est avec nous, rédacteur en chef de Pour l'Écho et délégué général de l'Institut du capitalisme responsable pour l'Écho. Évidemment, un titre qui fait écho à une phrase, hein, si vous ne pouvez pas prendre l'ascenseur, prends l'escalier. Ascenseur social, vous montez, point d'interrogation. Évidemment, qui rentre dans le climat du mouvement social, du pouvoir d'achat, oui. De tous ces sujets, on en parlera avec vous. Et William Tay est avec nous. Bonjour William, bonjour. Président du think tank Le Millénaire. En un mot sur ce think tank ? C'est un think tank gaulliste et réformateur, voilà. Gaulliste et réformateur. On parlera de la réforme avec vous, évidemment. Ce chiffre, 17,17 milliards 1 d'excédent de l'UNEDIC, c'est plus que ce qui avait été prévu, mieux, de 5 milliards. Ça vous inspire quelle réaction ? Le chômage est à 7,2, il baisse, hein, il baisse encore. C'est une bonne nouvelle ou il y a une petite cagnotte qui pourrait créer comme ça une tension chez les manifestants, chez ceux qui contestent la réforme, en disant mais regardez, pourquoi nous pousser à travailler plus puisqu'on a une belle cagnotte de 17 milliards ? Alors c'est vrai qu'on a d'un côté une ambiance de crise avec des manifestations et une inquiétude sur l'avenir provenant principalement de la guerre en Ukraine et de ses conséquences possibles, de la situation en Chine, etc. Et puis de l'autre côté, on a une économie française qui finalement résiste assez bien. Les chiffres du chômage que vous venez de citer sont clairement favorables. Et par conséquent, logiquement, mécaniquement, les caisses de l'UNEDIC se remplissent. 2 réformes quand même de l'assurance chômage, dont une qui est entrée en application. Ça doit avoir un lien, j'imagine. Donc on a là, au sein du système public, à la fois des retraites et de chômage, toute une série de caisses qui sont en déficit et une autre série de caisses qui sont en excédent. On comprend bien pourquoi. La tentative est forte pour certains de prendre l'excédent et d'aller le mettre là où il y a des déficits. C'est pas possible d'ailleurs. Évidemment, c'est assez contestable et c'est pas une bonne méthode. Mais voilà. Marine, vous en pensez quoi, William ? C'est cette petite cagnotte, ce chiffre qui... Vous avez vu que le gouvernement ne communiquait pas beaucoup depuis quelques mois sur la baisse du chômage, ça ne vous aura pas échappé. Non. D'habitude, le gouvernement quand même sort les banderoles et dit « Regardez, le chômage baisse ». Là, pas beaucoup quand même. Non, il faut garder une communication simple, c'est-à-dire on se focalise sur « il faut travailler plus ». Et c'est pour ça que je suis surprise de ce sujet sur la semaine de 4 jours qui marcherait bien au Royaume-Uni. On va le voir, hein, ça se passe bien. Voilà. Vous liez à notre dernier sujet, mais... Le message simple, c'est « il faut travailler plus ». Et s'il y a des bons chiffres, c'est effectivement, il faut s'en réjouir. On est quand même endetté en France comme quasiment un pays du sud de l'Europe. On a dépensé, notre dette explose et voilà. Donc on peut que se réjouir. Je rappelle qu'il y a 1 an, à la même époque, on parlait encore d'aide aux entreprises. Jean Castex nous expliquait comment aider les entreprises pour pas que tout périclite. Vous étiez là et on parlait de la crise Donc Covid. On revient de loin. Voilà. Vous en pensez quoi, William Tay ? D'ailleurs, vous avez vu, on a lié, sans le vouloir, ce débat de la semaine des 4 jours. Un des reproches de la réforme des retraites, j'avance un peu, c'est qu'on n'a pas fait preuve, le gouvernement n'a pas fait preuve de pédagogie pour expliquer, de réflexion plus approfondie sur la relation au travail. C'est peut-être pour ça que ça marche si bien en Grande-Bretagne, la semaine des 4 jours, les salariés ont l'air contents. Moi, je pense que le point sur la cagnotte est intéressant parce qu'on a déjà eu ce débat sur la cagnotte lors des années 2000 avec la séquence Jospin. À chaque fois en France, on a à peu près le même phénomène, c'est qu'on raisonne de façon conjoncturelle avec un chiffre clé. Or, tous les pays qui réussissent ont une stratégie à long terme. Est-ce que la stratégie de l'UNEDIC et les différentes réformes d'assurance chômage ont permis de passer d'un solde déficitaire à un solde excédentaire ? Oui, mais donc du coup, justement, le gouvernement devrait s'appuyer dessus pour dire que certains types de réformes, sous certaines inspirations, ont permis de sauver un régime qui était déficitaire et le transformer en régime qui devient excédentaire. Et ce qu'ils ont réussi à faire pour l'UNEDIC sous l'impulsion des réformes Sarkozy, Hollande et Emmanuel Macron, ils peuvent faire de même sur la réforme des retraites. Et sur la question de la réforme des retraites et sur la question de la cagnotte, il faut distinguer ce qui relève de l'assurance chômage et ce qui relève de la réforme des retraites.
retraites. Et je pense que les deux sujets sont complètement différents. Vous pensez que c'est différent? Moi, je pense que c'est complètement différent parce qu'en fait, la caisse de l'UNEDIC est basée uniquement sur les cotisations, les cotisations chômage. Alors que les autres relèvent à la fois des cotisations retraite qui dépendent de chacun des régimes, qui sont distingués. Donc, vous n'avez pas une grande caisse générale. Et en plus, vous avez des mutuelles complémentaires pour soutenir chacun des retraités. Donc, il faut distinguer les deux sujets. Et le gouvernement devrait plutôt s'appuyer dessus pour dire on a réussi à mettre en place des types de réformes sous l'impulsion depuis 2017 pour sauver une caisse d'assurance chômage. Et maintenant, on veut faire de même sur la caisse de réforme des retraites. Alors, je vous précise, il y a eu des réformes, et notamment la dernière, qui réduit la durée d'indemnisation, qui a modifié. Et donc, on peut aussi imaginer que ce sont les effets des deux réformes successives qui font rentrer un peu plus d'argent dans les caisses. La petite phrase d'Emmanuel Macron, parce qu'il était resté silencieux pendant toute cette séquence de manifestations. Rappelons qu'on annonce un pays bloqué le 7 mars prochain, c'est annoncé, intersyndicale, avec une manifestation, si je ne m'abuse, samedi. Mais en tout cas, c'est le 7 qui sera la grande journée. Emmanuel Macron s'est levé à 5h30 du matin, a enfilé sa parka parce qu'il fait froid à Rungis, entouré de plusieurs ministres. Et Emmanuel Macron, alors regardez, c'est l'une des phrases qu'on a sélectionnées, puisqu'il évoque des choses simples. Si on ne produit pas de richesse, on ne peut pas la distribuer. Puis il a enchaîné en expliquant que tout ça faisait partie du bon sens, que cette réforme était dans le bon sens et que effectivement, avec un allongement de la durée de vie, de fait, on devait d'une manière évidente travailler plus longtemps. Marine, je vous vois dire... Vous applaudissez à espèce de bon sens, de ces phrases marquées au coin du bon sens? Oui, c'est une très bonne séquence de communication. D'abord, il ne se lève pas à 5h30 du mat, il est à 5h30 du matin. Vous avez raison. Il se lève à 4h. Il s'était levé à 4h comme les personnes qui travaillent à Rungis. Il va dans un endroit qui touche tout le monde, puisque c'est l'alimentation. Il va à un endroit où les gens bossent vraiment, parce que quand on découpe des carcasses, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce que font les gens. Et des métiers pénibles. Des métiers pénibles. Et donc c'est parfait en communication, c'est parfait. La seule chose, moi, qui m'a choquée, c'est qu'il emmène Olivia Grégoire, qui fait tapisserie derrière, qui ne dit pas un mot. Ministre des PME. Voilà, alors que Macron est interpellé sur les retraites, ça concerne beaucoup les femmes. Les femmes sont inquiètes pour leur retraite. Elles travaillent déjà plus, elles sont moins payées, elles ont de carrière hachée. Et il n'y a pas eu un mot sur les femmes. Olivia Grégoire n'a rien dit. Et il n'y a pas de femmes à Rungis, parce que ce sont des métiers tellement physiques. J'ai vu une femme qui était interrogée sur les médias. Parfois, elles sont à la caisse. Ouais. Voilà, mais une femme qui était vraiment en tenue d'écarisseuse et qui expliquait que ses collègues de 50 ans, elle était jeune, étaient fatigués de faire ce métier qui est un métier archi-pénible. Emmanuel Macron se heurte à une difficulté que l'on rencontre en France en permanence, c'est de parler du travail en général. Nous, on aime bien faire ça en France. Le travail, ça ne veut rien dire. Et des milliers de travail. Et le Covid a fait exploser les semblants de cohérence dans ce mot, le travail. Vous avez des gens qui sont ravis de travailler, qui ont envie de travailler jusqu'à 75 ans. Vous avez des gens qui peuvent faire du télétravail, ils peuvent travailler des Bahamas s'ils le veulent. Et puis vous avez une cohorte de gens qui font des métiers horriblement difficiles et qui n'ont qu'une envie, c'est d'arrêter. Donc parler du travail... C'est de l'idéologie, ça fait un peu années 70. Non, mais l'espèce de petite phrase, j'y reviens, espèce d'évidence, parce que dans la bouche du président, tout ça semble évident. Il a quand même une partie du pays et des Français, une opinion qui est contre sa réforme quand même. Il se passe quelque chose. J'entends la logique du président, William, mais quand même, dans les faits, les sondages ne baissent pas, les manifestants sont toujours là, et il y a une partie de l'Assemblée nationale qui ne veut pas de cette réforme. Il s'est passé quelque chose, il y a un problème de pédagogie, d'explication. Si c'était aussi évident que cela, il n'y aurait aucun problème. Non, mais c'est plutôt paradoxal, parce qu'Emmanuel Macron, il est venu en 2017 en disant « ce sera un nouveau monde ». Ah bah oui. Et il n'a pas vu en fait que les sociologies habituelles, les remèdes habituels que vous avez sur une réforme des retraites sont plus du tout les mêmes depuis qu'il arrive au pouvoir. Lorsque vous prenez une réforme des retraites, Balladur 93, Nicolas Sarkozy 2010, Fillon 2003, vous avez toujours le même phénomène. Et la Touraine, il ne faut pas l'oublier. Et la Touraine. À chaque fois, vous avez toujours le même phénomène, c'est un clivage gauche-droite qui s'applique. C'est-à-dire que vous avez la droite qui est pour un report de l'âge et la gauche qui est contre. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 40% des gens qui sont pour votre réforme et 55-60% qui sont totalement contre. Là, vous avez un phénomène qui est spécial, c'est que vous avez que 20 à 25% des gens qui sont pour. C'est de façon inédite, on n'a jamais eu un niveau aussi bas. Pourquoi est-ce qu'on a un niveau aussi bas? Parce qu'on n'a plus deux France en fait qui s'opposent. Vous en avez trois. Vous en avez une qui soutient le gouvernement. Le 25%, c'est le socle qu'a voté Emmanuel Macron. Son socle électoral. Vous en avez plus de 50 qui sont très très contre la réforme, c'est ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et vous avez la troisième France, que moi j'appelle la France du travail, qui s'est positionnée contre cette réforme, parce que depuis la crise sanitaire, ils se posent des questions sur la question de la viabilité du travail, etc. Et ils pensent qu'en fait, et ça pose un point essentiel, cette France-là considère qu'en période de crise,
le lendemain qui vous arrive sera pire que ce qui va vous arriver. Et vous avez un sondage qui est très intéressant qui montre que les parents qui travaillent actuellement pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et ces personnes-là considèrent que le projet porté par Emmanuel Macron leur est néfaste. Est-ce que c'est pour autant qui vont soutenir et qui sont d'accord avec les alternatives proposées par les syndicats? Non. Et c'est là où on arrive à un point intéressant. Et Emmanuel Macron, ce qu'il doit faire, c'est convaincre cette troisième France, non pas de soutenir sa réforme, mais de dire que le monde proposé par Jean-Luc Mélenchon, par Martinez, par Marine Le Pen sera pire que ce que lui propose. Et donc, du coup, il doit intervenir un peu, mais il doit laisser Martinez, Mélenchon et Le Pen intervenir parce qu'ils sont encore plus anxiogènes que lui. Et en fait, il rejoue le clivage habituel de la présidentielle de 2017 et de 2022. C'est-à-dire que les gens ne soutiendront pas sa réforme par optimisme, mais rejetteront le monde parallèle proposé par les autres. Ça, c'est un vœu, parce que la syndicalisation progresse. Je précise que Martinez, le CFDT qui avait perdu beaucoup, on regarde, il y a une reprise des adhésions des syndicats. C'est intéressant. Stéphane, un dernier mot sur cette question. Ce qu'il faut surtout qu'Emmanuel Macron évite, c'est que ça se transforme en référendum sur lui. Et c'est en train d'être un tout petit peu ça. Exactement. Dans la mesure où on dit que l'élection présidentielle n'a pas été un véritable mandat. Là, cette réforme des retraites, c'est le moment où les Français peuvent s'exprimer dans la rue, malheureusement. Et par conséquent, ça risque de tourner au référendum, de même qu'à la fin du mandat Hollande, le fait qu'il n'ait pas réussi à vaincre le chômage dans les proportions qu'il avait annoncées, lui avait coûté extrêmement cher. Oui, le danger, c'est ce phénomène de cristallisation et on descend dans la rue, plus uniquement pour les retraites, mais surtout pour dénoncer de manière un peu cacophonique tout ce qu'on dénonce dans la politique d'Emmanuel Macron. C'est le vrai danger, ça, quand même. Oui, on discute au Parlement, on descend dans la rue, et puis à la fin, on crie au Parlement, ça va passer. C'est ça l'idée, C'est voilà, les chiens aboient, la caravane passe. Voilà, on a l'impression qu'on entend les gens, puis en fait, ça va passer. Juste un petit mot, parce que je ne veux pas qu'on néglige les 4 jours en Grande-Bretagne. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, parce qu'on en vient donc au débat sur le fond du rapport qu'on entretient au travail, au temps de travail, mais il y a quand même un accord historique, dit-on, sur le partage de la valeur, MEDEF, CFDT d'accord, pour partager la valeur, donc le fruit de la richesse d'une entreprise, c'est un vieux sujet. Et immédiatement, vous avez vu, Elisabeth Borne a dit « c'est une excellente idée, nous allons en faire une loi ». Juste pour le décryptage, c'est quoi? On est dans de la com, le gouvernement veut dire, regardez, le dialogue social est en pleine forme. Oui, non, Marine? Oui, c'est bien pour les syndicats parce qu'ils sont un peu négatifs, enfin ultra négatifs sur la réforme des retraites. Et là, ils montrent qu'ils sont indispensables et positifs et qu'ils contribuent et qu'ils veulent... Ça fait un drôle de bruit. Ils veulent créer de la richesse. Et puis, c'est bien pour les PME parce que c'est vrai que 80% des grandes entreprises, 80% des salariés dans les grandes entreprises ont souvent des accords négociés pour le partage de la richesse et pas dans les PME. Seulement 20% des salariés... Alors, c'est MEDEF et CFDT, je le précise, parce que tout le monde n'est pas encore tout à fait en ligne. Il y a une convention du Parti Renaissance qui s'est achevée il y a très peu de temps. Oui. J'ai cru comprendre que dans cette convention, tout le monde n'était pas très d'accord, mais que clairement, c'est un bon moment en pleine réforme des retraites pour envoyer un message d'apaisement. Donc c'est un petit coup de com'. Parce que pour l'instant, tous les syndicats n'ont pas signé. Sur un sujet qui n'est pas très novateur, qui consiste à étendre le principe de la participation aux entreprises. Mais ce n'est pas novateur, mais c'est indispensable, parce qu'on est dans un contexte d'inflation et d'hyperprofit. Il faut bien donner une réponse aux salariés. Sujet de fond ou com? Juste pour moi, je pense que c'est de la com, et c'est un peu comme toutes les mesures d'accompagnement sur la réforme des retraites. Ça veut dire que ça va amoindrir l'objectif de la réforme des retraites. Quand on parle de la question du partage des richesses, on oublie notamment que la France est devenue petit à petit un des pays les plus pauvres de l'ancien G7. Quand vous prenez dans les années 80, la France avait exactement le même PIB par habitant que l'Allemagne et les États-Unis. Aujourd'hui, quand vous comparez, on n'est plus du tout sur la même question. Et donc la question n'est pas celle de partage des richesses, et moi je rejoins le président de la République, c'est la question de la création de richesses. La France est devenue un pays de plus en plus pauvre, et notamment la classe moyenne et la classe populaire s'est paupérisée. Et à l'époque, Christine Lagarde, quand elle dirigeait le FMI, l'avait très bien montré avec la courbe d'éléphant que tout le monde connaît. Il y a un deuxième élément, moi je pense, qui est intéressant, c'est ce que dit Elisabeth Borne, c'est la création. Quel est l'objectif en termes de politique économique? Lorsqu'elle cible les entreprises de plus de 11 salariés, elle oublie que la France a un problème d'ETI, c'est-à-dire d'entreprises notamment qui font entre 250 et 2500 salariés. Et donc si vous voulez partir sur ce phénomène-là, alors que vous avez des problèmes de marge, vous avez des problèmes d'investissement, vous avez des problèmes de développement, est-ce que cet accord permet à terme d'enrichir les salariés, de permettre de créer de la richesse, de permettre plus d'investissement? Moi, je ne suis pas sûr du tout. Et je pense qu'en France, on s'attache davantage à la question du partage des richesses plutôt qu'à la création. Et c'est plutôt la création qui permettra aux gens d'avoir plus de partage de richesses en étant eux-mêmes plus riches. La CFDT et la CFTC vont signer l'accord. Je le précise, c'est juste pour donner cette information. On parle d'un accord historique, mais il n'y a pour l'instant que 2 organisations syndicales sur les 6 qui ont signé. La semaine des 4 jours, tiens, ça va faire réagir Marine Balançard.
c'est une très grande expérience qui avait été menée au Royaume-Uni. 92% des entreprises britanniques qui s'étaient engagées à essayer la semaine de 4 jours en juin dernier veulent continuer sur cette voie. Enfin, attendez, c'est 92%. Non, c'est une très petite expérience. Il y a 60 entreprises. Ce sont des très petites entreprises qui ont moins de 25 salariés. Je savais que vous alliez scier la branche. Parce que moi, j'ai lu le rapport, parce que je trouve ça incroyable qu'on dise la semaine de 4 jours, génial. Pas du tout, ce sont des toutes petites entreprises. Sur les 70 entreprises qui ont étudié le sujet, il y en a que 60 qui ont été au bout de l'expérience. Ce sont des entreprises où il y a plus de 60% de femmes. Donc évidemment, et sur les 4 jours, ils travaillent 32 heures. Je rappelle qu'en France, nous, sur 5 jours, on travaille 35 heures. 35 heures. Voilà. Et quand on passe à 4 jours, il y a des entreprises françaises, on est sur 35. Et donc, au Royaume-Uni, donc c'est vraiment des très petites entreprises. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de bâtiment. Enfin, il y a peut-être une entreprise du bâtiment, mais sur 5 jours dans le bâtiment, si vous ne travaillez pas le 5e jour, les immeubles ne se montent pas. C'est dans le tertiaire, c'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment des femmes. Et après, on dit oui, la qualité de vie de ces salariés est meilleure parce qu'elles organisent mieux leur vie privée. Ça n'a pas l'air faux. Mais comme ce ne sont que des femmes et que 60% des salariés sont mariés ou ont des enfants, c'est ça qu'il y a dans l'étude, évidemment que... Voilà, mais c'est vraiment une Marine étude Balançard très sérieuse. a travaillé le fond pour contrer l'argument des 4 jours. J'ai lu l'étude, ce n'est pas des grandes entreprises, c'est vraiment des toutes petites entreprises. À l'origine d'un think tank qui s'appelle Autonomie. Vous en pensez quoi de la semaine des 4 jours, au-delà de la critique forte que porte Marine Balançard sur cette grande expérience? Est-ce que vous dites, c'est comme Martine Aubry dans les années 2000, où elle disait partageons le temps de travail parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, c'était la philosophie. Est-ce que là, on n'en est pas arrivé là aussi, en se disant, après tout, 4 jours, c'est bonnes conditions, on a une vie perso plus forte, vie privée, vie pro, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai un exemple récent, puisque le groupe qui édite mon magazine, qui s'appelle le groupe Humain 6, nous a annoncé il y a quelques jours que nous allions passer progressivement à 4 jours par semaine. Mais on est dans un groupe très particulier où tout le monde peut télétravailler. C'est une sorte de prolongement du télétravail. Du télétravail. Ah oui. Et par conséquent, quand on entend ça, on entend 4 jours de présence, mais on n'entend absolument pas 4 jours de travail ou moins de travail. Donc ça dépend évidemment énormément du type de travail que l'on fait. Vous avez tout à fait raison, sur un chantier, un jour sans travail, c'est un jour sans travail. On est d'accord. Mais on peut créer des richesses en étant moins présent au travail, dans certains secteurs. Dans d'autres, c'est absolument impossible, évident. Donc, ça dépend, une fois de plus, parler du travail en général. Mais encore une fois, je le redis, il y a quand même aujourd'hui une lame de fond, peut-être plus dans le tertiaire que l'entreprise du bâtiment ou à Rungis, mais qui dit, moi j'ai besoin de plus de temps pour vivre ma vie personnelle, j'ai besoin de cet équilibre-là. On l'entend beaucoup sur ce plateau aussi, d'entreprises qui savent pas, qui ont du mal à recruter. C'est un sujet aussi. Moi j'ai une équipe avec une centaine de personnes de tout âge et tout horizon différent. Ce qu'on nous on remarque, c'est que même avant la crise sanitaire, c'est que les jeunes diplômés des grandes écoles n'avaient plus comme aspiration le revenu, uniquement mais le bien-être. Et le bien-être. Bah oui. Et quand vous prenez tous les classements d'HEC, etc., de sortie, de qu'est-ce que les gens choisissent comme principal débouché, avant vous aviez finance, cabinet de stratégie, conseil, les etc. consultants, ça marche plus. Et là maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que maintenant, les gens recherchent la question du bien-être. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, il faut à la fois équilibrer la question de la productivité, mais également la question du bien-être. Parce que si par cas votre salarié est malheureux, de toute façon, il ne bossera pas, il ne sera pas productif. Et donc le point intéressant, c'est est-ce qu'on peut expérimenter la semaine des 4 jours tout en gardant un volume horaire travaillé en France, parce que la France ne travaille pas assez. 35 heures, suffisant. Ouais. Je pense que ça dépend des secteurs. Je pense qu'il y a des secteurs où des gens pourront le faire. Je pense que ceux qui sont CSP+, et qui travaillent dans le tertiaire pourront aboutir dessus. Est-ce qu'il faudra le généraliser? Non, mais de toute façon, je pense que c'est comme sur la réforme des retraites, c'est un débat qui est anachronique, parce que le monde du travail n'est pas le même en 2023, il ne sera pas le même en 2030 qu'il l'était en 1945 lorsqu'on a introduit cette réforme. Et je pense que le point essentiel, ça va être celui-ci, ça veut dire qu'en fait, on aura de plus en plus des parcours qui vont être individualisés, qui ne seront pas normés par l'État, qui seront normés par l'entreprise, par la DRH, par l'entreprise et par les branches, etc. Et ça se fait de plus en plus. On organise le temps de travail. Et cette individualisation, c'est exactement ce contre quoi se rebelle instinctivement le système français. Exact. Ouais. Le débat des retraites, d'ailleurs, avait été évoqué sur la retraite à points à la carte, où on pouvait partir comme on le voulait. Et les Français n'étaient pas hostiles, d'ailleurs, à cette idée de librement choisir. La réponse de William vous convenait, Marine, ou pas?
Oui, C'est ça. Oui, oui. Mais moi, je pense pas. Ça vient un peu de la Silicon Valley, de l'idée de dire on va travailler de moins en moins, la technologie va remplacer tout le travail. On vient en vélo, on est cool, Mais on moi, prend le temps de faire du surf l'après-midi. les gens ne sont pas plus heureux parce qu'ils ont plus de loisirs. Ça, c'est quand même démontré. Le temps libre ne rend pas heureux. Ça, c'est une vraie question. Oui, Non, mais... c'est pour le passer chez Ikea. Et quand vous cessez d'imposer aux gens des horaires de travail, mais que vous leur imposez des prestations ou des objectifs à remplir, la réalité, c'est qu'ils travaillent plus, pas moins. Bah oui. Donc, c'est exact. aussi un espèce de... C'est assez cynique, assez cynique. Merci à vous trois pour l'éco ascenseur social. Vous montez avec un point d'interrogation à découvrir dans les kiosques, dans une belle entreprise qui travaille 4 jours. C'est ça. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal. Merci à William Tay, le think tank millénaire. Le millénaire, j'ai dire millénium, mais non, le millénaire. Merci à vous trois. On termine avec les chiffres des cadres portés par le directeur général de l'APEC. Il est avec nous. L'emploi des cadres, va nous les présenter dans quelques instants. C'est dans Fenêtre sur l'emploi.